NCA, la nouvelle chaîne africaine, vous présente Frontal. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Niger. Professeur David Asiba Johnson, vous étiez en train de nous expliquer que l'asymétrie des relations que l'ancienne puissance coloniale entretient avec les pays africains est en fonction du poids politique qu'elle accorde à ces pays. Oui, mais c'est-à-dire, d'ailleurs, elle joue très mal. Elle joue très mal. Elle se tire une balle dans le pied. Pour des raisons qui sont triviales. Si elle avait le sens de ses propres intérêts, elle reviendrait. Elle confond. En mathématiques, on dit que la tangente n'est pas la courbe. Elle continue, justement, d'avoir une vision qui était la vision du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, lorsqu'elle était en train de coloniser l'Afrique. Il y a des ruptures épistémologiques et des ruptures systémiques qui se sont présentées, même si c'était des indépendances factices. Nous avons une dynamique évolutive. Voilà. Et donc, moi, ce que je suis en train de dire, il ne s'agit pas de discuter sur la pertinence ou la non-pertinence du droit. D'accord ? C'est un argument qui va en notre faveur. C'est un État souverain, c'est pas un régime qu'on reconnaît, c'est un État. Ça, l'avocat Maître Brice a bien mis en exergue. Et d'ailleurs, mieux encore, il y a un Français qui s'était présenté aux élections présidentielles, qui a fait comprendre que la position de Macron, elle est suicidaire. Asselineau. Oui, elle est suicidaire. Elle est suicidaire, c'est vrai. Elle est suicidaire. Donc, laissez-moi conclure, je fais la chute. Plaît, rapidement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agissait en fait de la France, quand je disais qu'il s'agissait d'un rapport de mépris et de chosification des nègres que nous sommes, elle n'aurait pas pu avoir cette attitude à d'autres de dire qu'un État souverain, je ne le reconnais pas, parce que le régime. Donc seul s'adresser aux nègres de cette matière, et je dis, et je persiste, contrairement à ce que c'est très intéressant, dire, que en fait c'est un mépris exponentialisé à l'endroit du continent africain. Absolument, ce que dit le professeur est très intéressant. C'est-à-dire que si la France avait un ambassadeur à Pyongyang et que Kim Jong-un, le président nord-coréen, l'invite, cet ambassadeur ne se serait pas permis le culot de dire « je ne viens pas parce que vous n'avez pas été démocratiquement élu ». Non, pas du tout. Mais il faut dire que je crois que Jean-Bernard Bikim a cité l'article 9 de la Convention de Vienne, qui est clair et qui dit que c'est l'État accréditant qui accrédite donc un ambassadeur auprès de l'État accréditaire. Et donc, lorsque l'État accréditaire, donc qui accepte que l'ambassadeur soit dans son territoire, demande à l'État accréditant de retirer son ambassadeur, il doit le faire. Et dans cet article-là, il est précisé que l'État, on parle pas le régime accréditant. On ne dit pas l'État français démocratique accrédite un ambassadeur au sein du régime Bazoum. C'est pas ça. C'est de rapport d'État à État. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des positionnements politiques. C'est-à-dire que pour des raisons politiques, parce qu'on estime que ceux qui ont pris le pouvoir ne partagent pas la même idéologie, ne partagent pas le même positionnement politique, on peut prendre des mesures, notamment rappeler son ambassadeur pour marquer son mécontentement par rapport à l'orientation politique prise. Mais ça, c'est une posture politique. Voilà, ça n'a rien à voir avec le droit international. Donc ça, il faut bien le distinguer. Donc, et puis il y a la sociologie africaine aussi. Voilà, quand un chef vous invite, vous y allez d'abord, et vous pouvez refuser après ce qu'il vous dit. Oui, absolument. Mais on ne refuse pas d'aller à une invitation en Afrique. Non, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous invite, on vous convie à une réunion, bon, quand même, je dirais que la bienséance voudrait quand même qu'on y aille en disant que, bon, nous, on ne vous reconnaît pas, donc je suis venu pour vous le dire. Au moins, vous êtes venu. Ou tout au moins, la position de mon pays, pour l'instant, est telle, comme c'est mon pays qui m'a accrédité. Mais vous ne pouvez pas... C'est du mépris. C'est du mépris. On vous convoque et vous ne déférez pas à la convocation. Bon, ça montre que c'est une rupture totale et complète des usages internationaux. Donc, comme le dirait le professeur David Johnson avec ces mots, voilà, que ça dénote un peu une forme de mépris. Une forme de mépris. Et que visiblement, les Africains n'acceptent plus. Absolument. Visiblement, n'acceptent plus. Jean-Bernard Bikim. Alors, la situation semble s'accélérer depuis ce 24 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, enfin, la France décide de rappeler à la fois son ambassadeur,
et d'amorcer le rappel des 1500 soldats stationnés à Niamey. Alors, je vais essayer de ne pas contredire l'aîné professeur Johnson en lui rappelant une simple chose. Oui. On a connu la guerre de la Libye. Les Nations Unies avaient pris une résolution qui avait été violée par les États-Unis, par l'OTAN et par l'Europe. Nous nous retrouvons pratiquement dans le même schéma. Là, on tape sur la France. Mais je veux quand même dire, dans cette affaire, nous avons la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Bénin, le Nigeria, qui sont à l'origine de ce poker menteur. Pourquoi ? Ces 5 pays ont besoin de la France, des États-Unis, pour pouvoir accéder à des lignes de crédit pour leurs économies, pour leur pays, d'une part, et d'autre part, n'oubliez pas que dans cette région CEDEAO, nous avons une règle non écrite qui consiste à dire il y a le Nigeria qui décide, le Sénégal, la Côte d'Ivoire propose, le Sénégal met en musique. Et quand on rajoute le Ghana à l'intérieur, oui, nous nous retrouvons avec un problème de proximité, oui, entre dirigeants, donc entre ces dirigeants et Macron d'une part. Vous, les premiers que vous accusez d'abord, ce sont les États africains, oui, qui sont solidaires. Je le dis clairement. De la position française. Je le dis clairement. Les responsables de ce bazar, c'est le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et le Nigeria. Bon, j'ai précédemment dit qu'il fallait la dissolution de la CEDEAO. Oui, vous l'avez dit, et on y revient. Je l'ai dit, et alors, il faut cette dissolution. Et alors, ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est que cette institution est à la botte de la France. Elle est à la botte de la France. Est-ce que vous pensez que ce sont les Sénégalais, la Côte d'Ivoire, qui a décidé comme ça qu'il fallait renverser ? Mais Macron, il a pris position directement. Il a bien fait comprendre que Bazoum était le président légitime. Mais expliquez-nous, et là, ça va être peut-être un peu une analyse très politique. Pourquoi n'ont-ils pas cherché à discuter, à dialoguer au départ avec les nouvelles autorités ? Pourquoi avoir été pourquoi la France a-t-elle choisi d'être si frontale avec ce régime, alors que les partenaires américains sont beaucoup plus méfiants, pragmatiques, mesurés, à la fois dans la condamnation, mais aussi dans la démarche politique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment comprendre cette stratégie ? Mais je continue de vous dire que le cadre conceptuel, il est le suivant. C'est l'irréversibilité des avantages acquis par la posture coloniale, et la France... En fait, aussi, quand on parle de la France, il faut bien entendre qu'il s'agit du gouvernement, de la politique française. Nous ne parlons pas de la France... Irréversibilité des acquis, mais dans un contexte où vous avez de nouveaux partenaires, où vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez la Turquie, l'Inde. Vous ne pouvez pas vous comporter en 2023 écoutez, comme vous vous comportiez en 1970, dans les années 70-80. Mais écoutez, prenez le cas, je rappelle à votre attention que si vous prenez le cas de la Centrafrique, quand la Centrafrique a voulu se procurer des armes par rapport à une opposition, etc. Mais la France s'est opposée, en fait, à l'acquisition des armes. Parce que la Centrafrique était sous embargo. Oui, mais qui a participé sous embargo, etc. Oui, mais elle était à l'origine. Non, je crois qu'en fait, cette discussion, elle risque de nous amener très loin. De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de savoir, est-ce que la France pourra entretenir des relations réputées, normales, avec les personnes, avec ses anciennes colonies. C'est ça. Alors, ça la question. Des relations réputées normales, ça voudrait dire tout simplement la souveraineté économique, politique, monétaire et le libre choix des partenaires avec lesquels je désire dealer. On n'a pas à m'imposer. Et alors, il y a un précédent. Le précédent, il est le suivant, j'attire votre attention. Laissez-moi terminer cette citation. Mais on dit que Sylvanus Olympio a voulu battre Monet, c'est à cause de cela qu'il a été assassiné. C'était pas de cela dont il s'agissait. C'était quoi ? Sylvanus Olympio avait dit « J'ai le choix de vouloir traiter avec tous les États européens et librement. » La France lui dit « Je vous impose de ne traiter qu'avec moi. Si vous ne désirez pas traiter avec moi, vous n'utiliserez pas le franc CFA. »
Dans ce cas-là, Sylvanus Olympio a dit, effectivement, je vais battre monnaie. Donc déjà, ce qui se passait, c'est la liberté de dealer avec différents acteurs européens qui furent à l'origine du clash que le Togo a eu avec la France. C'est ça. D'ailleurs, mon ouvrage, je vous l'ai donné, je l'ai explicité là-dedans. Oui, bien sûr. Absolument. Brice, on s'en va très rapidement. Rupture de la coopération militaire, rupture des relations diplomatiques, rupture de l'aide aux demandeurs, rupture de tout. Et le divorce est désormais total entre la France. Ah oui, il faut dire que tout est rompu, finalement. Oui, il faut dire que le divorce est consommé, mais bon, il ne faut pas rester pessimiste pour l'avenir. Voilà, parce que deux États peuvent avoir des difficultés en un moment précis, dans les laps de temps. Oui. Et puis par la suite, il peut y avoir aussi changement des dirigeants encore. Et puis réorientation de la politique et nouveau départ avec l'ancien État. Voilà, donc il y a, comme l'État, c'était le Rwanda à l'époque. Oui. Donc moi, je pense que pour aujourd'hui, la difficulté, c'est que en fait, la France, à un moment donné, a considéré qu'elle a fait preuve de faiblesse. C'est-à-dire que quand elle a été au Mali, quand les Maliens lui ont dit qu'on arrête tout, etc., finalement, elle a accepté, elle est partie. Le Burkina a dit qu'on arrête tout, elle a accepté, elle est partie. Et pour le Niger, voilà. Donc la France a considéré, vous remarquerez que le président Emmanuel Macron a réuni même un conseil de défense à l'Élysée sur le cas du Niger. Voilà. Donc c'est pour dire que pour la France, c'était le coup d'État de trop. Voilà. Parce que c'est ce que le président Macron a dit, hein, c'était le coup d'État de trop. Donc il fallait plus faire preuve de souplesse, de compréhension, il fallait faire preuve de fermeté. Donc ces discours de fermeté a été repris par la suite par la CEDEAO, par le président nigérian déjà. Voilà, qu'il fallait, on arrivait même jusqu'à l'option militaire. Donc moi, je pense que là, la France a considéré que, bon, là, vu que l'option militaire de la CEDEAO, finalement, a pris haut, donc finalement, la France est lâchée par ses partenaires sous-régionaux, donc CEDEAO, lâché par les États-Unis. Ah, ça, on ne peut pas le dire. Lâché encore. Par. Oui. Lâché par la CEDEAO, on ne le sait pas encore. Oui, mais puisque pour l'instant, il n'y a pas encore eu la mise en œuvre de l'option militaire. Voilà, parce qu'au niveau des opinions publiques africaines, parce qu'avant la France, au temps de la France-Afrique pure et dure, quand la France pouvait défaire les régimes, il n'y avait pas encore l'opinion, la survenance, la création ou l'apparition des opinions publiques africaines. Aujourd'hui, il y a une opinion publique africaine. C'est vrai. Donc, on ne peut plus faire n'importe quoi en Afrique et n'importe comment. Donc, c'est ça la vraie difficulté à laquelle la France est confrontée. C'est ça, absolument. Et donc, c'est pour montrer qu'on est entré dans un nouveau cycle. Voilà. Et il faut faire avec les opinions publiques africaines. Donc, c'est ça. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour la France essaie de s'adapter maintenant à cette opinion publique. Difficilement. Difficilement, mais parce que le rapport en politique, c'est le rapport de force. Hein. Voilà, on ne fait pas les choses parce que les gens demandent, il faut qu'il y ait un rapport de force. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que là, maintenant, la France décide de tout arrêter. Mais bon, moi, je pense que c'est pour un temps. Et je pense qu'avec le temps, il peut y avoir un retour de la coopération avec la France. Jean-Bernard Bekim, très rapidement, avant qu'on ne marque une coup de pause, vous voyez comment l'avenir, enfin, l'après-départ de la France du Niger? J'ai un regard différent sur ce que j'ai entendu. Ce regard différent porte sur une question essentielle qui est son terrain de jeu, la théorie des jeux, géopolitique, géostratégique et géoéconomique. Le responsable dont on ne parle pas aujourd'hui, au Niger, de tout ce capharnaüm, c'est les États-Unis. Les États-Unis, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ont attribué un rôle de gendarme de l'Afrique à la France. Il ne faut pas l'oublier. Et à partir de ce rôle-là, la France est dans une posture, je vais reprendre encore son terme, d'alignement stratégique par rapport aux options de l'OTAN, de la force américaine sur l'Afrique. Mais là, visiblement, il y a rupture. Il y a rupture entre eux maintenant. Et surtout, des accords signés par le Niger en 1958 comme le Gabon, qui autorisaient la France, justement, d'intervenir dans tous les domaines. D'ailleurs, Senghor s'était élevé à l'époque en disant vous ne pouvez pas dire que les États sont indépendants alors que vous décidez sur le plan politique, économique, industriel et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous assistons à quelque chose que personne ne voit. La Chine est depuis plus de 10 ans le premier investisseur au Niger. Or, les États-Unis
ont mis en place une stratégie de containment, à savoir encercler et la Russie et la Chine, font faire le sale boulot à la France. Il faut quand même le dire. Parce qu'aujourd'hui... Mais il faut quand même dire qu'elle décide librement encore de ses choix. Ah non, la France ne décide pas. La France s'aligne sur la politique dictée par les États-Unis en Afrique. Non, mais en l'occurrence, les États-Unis ne se comportent pas vis-à-vis des autorités. Le dernier qui a réussi à tenir tête aux Américains, c'est Chirac. C'est le seul président français qui a osé garder une politique digne de ce nom. En Europe, peut-être. Mais peut-être pas en Afrique. En tout cas, on va approfondir la question. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. NCA, la nouvelle chaîne africaine.